Chunk 1. Je venais de voir Second City, et donc moi et le comité. J'ai donc eu cette idée de combiner la comédie d'improvisation avec les filles. Alors, au lieu de faire semblant d'enlever leurs vêtements, les filles ont vraiment enlevé leurs vêtements. Ouais. Et on aurait pu entendre une mouche voler. Ouais. 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 Tommy Chong a fait rire l'Amérique pendant des décennies. Mais en 1945, quelque chose s'est produit pendant une dispute dans une chambre d'hôtel qui a tout détruit. Il a pleuré seul pendant que son partenaire s'éloignait pour toujours. Ce que le public ne savait pas était plus sombre. Des emails secrets, des millions volés et un fils qui a menti pour sauver l'héritage de son père. À 87 ans, Tommy a finalement admis la vérité sur la nuit qui a mis fin à Cheech et Chong. Et ce n'étaient pas des différends créatifs. C'était quelque chose de bien plus douloureux qu'Hollywood n'a jamais voulu que vous sachiez. Tommy Chong est né le 24 mai 1938 à Edmonton, en Alberta. Son père, Stanley, était venu au Canada de Chine dans les années 1930 lorsque des immigrants chinois ont été amenés pour construire les chemins de fer. La plupart d'entre eux ont été traités horriblement et n'ont presque rien été payé. Stanley a été blessé pendant la Seconde Guerre mondiale et a ensuite travaillé comme chauffeur de camion, ne gagnant que 50 $ par semaine. Sa mère, Lorna Jane Gilchrist, était écossaise-irlandaise et travaillait comme femme de ménage depuis l'âge de 7 ans. Leur vie était difficile. Ils n'avaient ni électricité ni plomberie intérieure. La maison coûtait 500 $ et se dressait sur un terrain aride à l'extérieur de Calgary. Stanley appelait la région Dog Patch. C'était le monde dans lequel Tommy est né. La pauvreté, la survie et le fait d'être pris entre deux cultures. Quand Tommy avait 3 ans, les choses ont empiré. Sa mère a contracté la tuberculose et a dû vivre dans un sanatorium pendant 5 ans. Elle l'a attrapé de sa sœur, qui l'avait attrapé de populations autochtones qui avaient été exposées à des colons, une chaîne d'infection cruelle. Son père était absent, servant à la guerre. Chunk 2. Cela signifiait que Tommy et son frère étaient seuls. Il a été envoyé dans un foyer de l'armée du salut pour enfants abandonnés. Ils l'ont traité avec gentillesse, mais l'ont appelé leur mignon petit gorbrun. Même leur gentillesse lui rappelait qu'il était différent. Il a été mal diagnostiqué avec la tuberculose et a reçu des injections douloureuses tous les jours pour une pleurésie. Il a commencé à apprendre tôt ce que signifiait être un étranger. À l'âge de 5 ans, sa famille avait déménagé dans le quartier chinois de Calgary. Il vivait dans une seule pièce, au-dessus d'un restaurant chinois, où l'air sentait toujours la sauce soja et l'ail. Son père avait du mal à conserver des emplois à cause de la discrimination. Il avait également un problème de jeu. Ils étaient donc constamment expulsés. Tommy a déclaré plus tard que Calgary, dans les années 1950, ressemblait à Biloxi, Mississippi, en matière de racisme. Il a trouvé du réconfort dans la scène jazz underground. Il s'est connecté avec d'autres enfants qui étaient également mis de côté, des jeunes noirs, autochtones et immigrés. C'est là qu'il a trouvé la musique. C'est là qu'il a commencé à se trouver lui-même. À 16 ans, Tommy a quitté Crescent Heights High School. Il a dit que c'était probablement juste avant qu'il ne l'expulse. Quoi qu'il en soit, il a rejoint un groupe appelé The Shades. Le groupe était métissé et composé de membres noirs et asiatiques. Ils ont joué au Royal Canadian Legion et ont attiré d'énormes foules. Mais leur succès a effrayé les autorités. Un jour de décembre 1957, le maire, le chef de la police et les avocats de la ville leur ont dit de quitter Calgary. La raison? Ils étaient trop populaires et ils n'étaient pas si blancs. Ils ont donc été exilés. On leur a littéralement dit de quitter la ville. Tommy avait 19 ans. Après cela, Tommy a fait tout ce qu'il pouvait pour survivre. Il a conduit des camions, vendu des voitures, tout ce qui payait. Chunk 3. Puis, il a eu un accident de voiture qui l'a laissé avec une boiterie et des douleurs chroniques. Il n'avait que 18 ans. Cette blessure a tout changé. Il ne pouvait plus faire de travail physique. Alors, il a commencé à faire des blagues sur sa boiterie, sur le racisme, sur tout ça.
La comédie est devenue son bouclier. Il a dit « La musique vous faisait baiser, même si vous ressembliez à un geek maigre aux cheveux longs. » L'humour est devenu sa façon de traverser la vie. Au début des années 1960, le groupe de Tommy a déménagé à Vancouver et est devenu Little Daddy and the Bachelors. En 1964, ils ont enregistré Too Much Monkey Business de Chuck Berry pour RCA Victor. En 1965, ils sont devenus Bobby Taylor and the Vancouver. Ils ont signé avec Motown. Tommy a coécrit Does Your Mama Know About Me, qui a atteint la 29e place au Billboard. Mais en 1965, il a manqué un spectacle à Chicago parce qu'il demandait une carte verte. Motown l'a renvoyé. On lui a offert 5 000 $ pour rester parti. Tommy a dit qu'il voulait être le prochain Berry Gordy, pas travailler pour un. Lui et son frère Stan ont repris une boîte de nuit appelée le Shanghai Junk dans le quartier chinois de Vancouver. C'était autrefois haut de gamme, mais ils l'ont transformé en un havre de contre-culture. Lorsque les autorités ont tenté de les fermer pour avoir autorisé la danse seins nus, ils sont devenus intelligents. Ils ont appelé cela une société d'appréciation de la musique et ont continué. En 1967, ils ont organisé un spectacle de peinture et de batterie où le corps d'une danseuse était recouvert de peinture lumineuse pendant que la foule regardait avec choc. Le Vancouver Sun a qualifié cela de scandaleux. Cette boîte de nuit est devenue l'endroit où la comédie de Tommy a vraiment commencé à se développer. Après avoir été expulsé du groupe, Tommy a travaillé comme guitariste attitré au Shanghai Junk. Il jouait pendant que des danseuses seins nus se produisaient. L'endroit était sauvage. Des trafiquants de drogue, des proxénètes, des artistes, tout le monde se mélangeait. Un soir, il a été arrêté pour possession de marijuana. Cette arrestation n'était que la première. Des années plus tard, en 2003, la DEA a fait une descente dans son entreprise lors de l'opération Pipe Dreams. Chunk 4. Il a purgé 9 mois de prison pour avoir vendu des bangs en ligne. Mais dans les années 60, cette première arrestation a commencé à façonner sa façon de voir la police, la politique et la comédie. En 1969, Tommy a créé un groupe d'improvisation seins nus appelé City Works. Inspirés par Second City de Chicago et le comité de San Francisco, ils ont interprété des sketchs sauvages sur les descentes de drogue et les manifestations. Un jour, un réfractaire du service militaire nommé Cheech Marin est entré. Il venait de Los Angeles pour éviter la conscription au Vietnam. Ils ont cliqué instantanément. Cheech a commencé à écrire pour City Works, puis a rejoint le spectacle. L'une de leurs premières routines portait sur des chiens qui se reniflaient et sifflaient les fesses. Cela a fait un tabac. Ils ont commencé à apparaître dans des émissions de variété canadiennes, mais leurs sketchs sur la marijuana et les thèmes anti-autorité n'ont pas plu aux producteurs de télévision. Ils ont été bannis des réseaux, ce qui les a poussés encore plus dans la clandestinité. Ce rejet leur a donné la liberté de construire quelque chose de totalement à eux. En décembre 1967, ils se sont rencontrés à nouveau lors d'une fête sauvage à Vancouver organisée par un ami nommé Frank. Cheech a été stupéfait lorsque Tommy a sorti un joint de la taille d'un cigare juste devant tout le monde. Ils ont commencé à écrire des sketchs directement sur le canapé. Ils ne sont pas partis pendant 3 jours. C'est là que le sketch Dave's Not Here est né. En 1968, ils ont emmené leur spectacle au Comedy Store de LA. Leur première performance a failli les faire arrêter. Chong a joué un adolescent défoncé, si bien que les gens pensaient qu'il avait des lésions cérébrales. Certains parents se sont plaints et le club les a bannis. Mais leurs spectacles ont continué à attirer des foules plus nombreuses. En juillet 1968, un spectacle à Calgary a attiré 200 personnes dans un espace prévu pour 50. Le service d'incendie l'a fermé. Les journaux locaux les ont qualifiés de dégénérés et les ventes de billets ont triplé. Leur premier album est sorti en septembre 1971. Il s'appelait Cheech and Chong. Il a atteint la 28e place au Billboard sans diffusion à la radio. Un demi-million d'exemplaires vendus dans les head shops et par le bouche à oreille.
Chunk, 5. Le sketch de Dave était basé sur un vrai gars défoncé qui avait une fois essayé de commander de la nourriture chinoise dans une station-service. Les agents de la DEA ont même utilisé l'album lors de l'entraînement. C'est à quel point c'était réel. Entre 1970 et 1972, ils ont fait le tour des campus universitaires. À l'Ohio State, en 1971, Chung a allumé de l'origan sur scène en prétendant que c'était de la marijuana. La police du campus a pris d'assaut la scène. Ils ont été arrêtés et ont découvert plus tard que plusieurs universités avaient enregistré leur spectacle comme preuve. Mais les arrestations n'ont fait que les rendre plus célèbres. Les billets se vendaient plus vite après chaque controverse. Ils ont même reçu des menaces de mort et des demandes en mariage. En janvier 1972, ils ont signé avec Lou Adler, un grand manager musical. Leur deuxième album, Big Bamboo, a atteint la 5e place. Mais en 1975, ils ont appris la vérité. Ils avaient gagné 340 000 $, mais Adler et ses entreprises avaient gagné 8 millions de dollars grâce à leur travail. Ils étaient peu facturés pour des fêtes auxquelles ils n'avaient jamais assisté et des publicités qu'ils n'avaient pas approuvées. Chung a blâmé Marin d'avoir fait confiance aux mauvaises personnes. Cette trahison a semé une graine qui les briserait plus tard. En 1977, Cheech et Chung sont entrés dans une réunion de CBS Records avec rien de plus qu'un sketch amusant et un rêve fou. Ils ont joué leur routine « Dave's Not Here » directement dans la pièce. Les dirigeants ont tellement ri qu'ils ne pouvaient plus respirer. Tout de suite après, ils leur ont remis un chèque d'1 million de dollars. Mais ce n'était que le début du chaos. Lorsqu'ils ont manqué d'argent pendant le tournage, Lou Adler a supplié Paramount d'ajouter 800 000 $. Michael Eisner a regardé le premier montage et a dit que cela ne valait rien. Il leur a claqué la porte au nez. Alors Adler a vidé son propre compte bancaire juste pour terminer le film. Il a failli faire faillite en essayant de le faire. Pendant ce temps, de la vraie marijuana était fumée sur le plateau. Certaines personnes sont devenues si défoncées qu'elles ont dû obtenir de l'aide médicale. Mais plus tard, Chung a dit que la plupart du temps, ils n'étaient pas réellement défoncés, ce qui rendait leur jeu d'acteur encore plus choquant. Lorsque Up in Smoke est sorti en salle en 1968, personne ne s'attendait à ce qui s'est passé ensuite. Chunk, 6. Il a rapporté plus de 14 millions de dollars dans le monde et il n'avait coûté qu'environ 2 millions de dollars à faire. Ils ont battu de gros films hollywoodiens avec quelque chose qui ressemblait à un gâchis fait maison. Même Warren Beatty est venu les voir et a dit « Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez fait. » Mais en coulisses, ce n'était pas joli. Cheech et Chung n'ont reçu que 25 000 $ chacun. En argent d'aujourd'hui, cela représente environ 123 000 $. La raison? Leur avocat a signé un contrat qui ne leur donnait que 10 % des revenus. C'était une répartition de 90-10 et ils étaient du mauvais côté. Après des poursuites et des mois de combat, ils ont finalement obtenu 1 million chacun pour leur suite de 1980. Mais à ce moment-là, ils étaient encore en train de se sortir des difficultés financières d'un film qui a rendu tout le monde riche. Les choses sur le plateau n'étaient pas calmes non plus. Chung et Lou Adler se disputaient constamment. Chung voulait que tout paraisse réel. Il voulait même de vrais accessoires de marijuana, ce qui a failli leur causer des problèmes avec la DEA. Il a refusé de laisser les autres réaliser des scènes, et quand Adler a insisté, cela a failli en venir aux mains. Lors des séances de cesse de montage, il se criait dessus. Et puis est venu l'un des secrets les plus étranges de tous. La voiture que Chung conduit au début appartenait à Jack Nicholson. Jack a regardé le film pendant sa convalescence après un accident de voiture. Il a tellement ri qu'il s'est reblessé à l'épaule. La majeure partie du film a été tournée à Los Angeles, mais ils ont fait semblant que c'était le Mexique. Cette ambiance brute et underground n'était pas prévue. C'était la seule façon pour eux de se permettre de tourner. Lorsque le film est sorti dans les cinéparcs, quelque chose d'étrange s'est produit. Les gens n'ont pas seulement regardé le film. Ils ont apporté leurs propres joints et ont enfumé l'endroit.
Les cinémas ont signalé d'énormes nuages de fumée s'élevant dans la nuit. C'était le premier grand film de studio à célébrer ouvertement la marijuana. Il a suscité un nouveau genre du jour au lendemain, mais tout le monde n'était pas content. L'Australie l'a complètement interdit. Ils ont dit que cela promouvait des drogues qui ne faisaient que donner aux gens l'envie d'en consommer davantage. Chunk 7. Des copies pirates ont commencé à traverser les frontières. Des années plus tard, Mike Judge a admis que Beavis et Butthead n'existeraient pas sans Cheech et Chong. Et leur stratégie de marketing? Ils ont mis des bandes dessinées sur les bancs d'autobus. C'était un génie à petit budget. Et cela a changé la façon dont les films indépendants étaient promus à jamais. Après le succès du film, ils ont commencé à tout vendre. Des bangs, des papiers à rouler, du matériel de marijuana de marque. Cela a rapporté des millions de plus. En 2024, la Bibliothèque du Congrès a ajouté Up in Smoke au registre national du film en disant qu'il était culturellement important. Certaines des meilleures parties du film n'étaient même pas prévues. Un chien a volé le burrito de Chong devant la caméra. Ils ont juste continué à tourner et en ont fait une partie de la scène. La marque Cheech et Chong a finalement rapporté plus de 300 millions de dollars à travers 6 films. Mais ils n'ont pas vu la majeure partie de cet argent. Les studios et les producteurs louches ont continué à découper des morceaux. Même des années plus tard, les batailles d'argent n'ont jamais cessé. En 1980, ils sont revenus avec le prochain film de Cheech et Chong. Il a rapporté 42 millions de dollars, mais cette fois, il a franchi de nouvelles limites. Il contenait des scènes sauvages qui ont failli le faire interdire. Une scène avec un salon de massage seins nus a dû être montée 3 fois pour éviter une classification X. Certaines scènes provenaient directement de vraies fêtes auxquelles Chong avait assisté. Il réalisait maintenant même s'il n'avait aucune formation. Cela a entraîné des dépassements de budget de 3 millions de dollars. Mais le succès fou du film a jeté les bases de futures comédies comme Porky's et Fast Times. Puis est venu Nice Dreams en 1981. Il a rapporté 38 millions de dollars, mais les choses ont mal tourné. Chevy Chase était dedans et Chong lui a donné plus de temps d'écran après l'avoir vu consommer de la cocaïne lors des réunions de production. Une scène montrait Chase sniffant de la cocaïne sur une pizza. Cela s'est vraiment passé lors d'une fête à laquelle Chong est allé. Marin a commencé à se sentir exclu. Chunk 8. Il s'est disputé avec Chong sur chaque scène. Certaines ont nécessité 47 prises. Les parties de Marin ont continué à être coupées. Seulement 60% de ce qu'il a filmé a abouti dans le film final. La tension montait rapidement. Chase a déclaré plus tard que tout le film le mettait mal à l'aise parce que c'était trop réel. En 1982, ils ont fait un album intitulé Get Out of My Room. C'était un échec total. Seulement 180 000 exemplaires vendus comparativement à 2,3 millions pour leurs albums précédents. Chong prenait maintenant le contrôle total. Les séances d'enregistrement se sont transformées en combats. Marin a commencé à auditionner secrètement pour des projets solo. Il a même filmé un pilote sans en parler à Chong. Au cours d'une séance, il est sorti en trombe après que Chong ait forcé un monologue sur la drogue de 12 minutes. La chanson-titre était le message caché de Marin. Il se sentait exclu. L'album a coûté 340 000 $ à faire et n'avait aucune de l'étincelle qui les a rendus célèbres. Puis, ils ont pris la route. De 1983 à 1944, ils ont vendu à guichet fermé dans 47 villes. Ils ont rapporté 18,7 millions de dollars. Mais après la tournée, ils ont découvert qu'ils avaient été volés. Leurs managers, y compris l'équipe de Lou Adler, ont falsifié des dépenses et ont volé environ 70% des profits. Ils étaient censés gagner 6,2 millions de dollars chacun. Ils ont fini avec 900 000 $ au total. L'arnaque impliquait de faux frais de location, de fausses factures de restauration et des droits de marchandises volées d'une valeur de 4,1 millions de dollars. La trahison les a anéantis. Ils étaient maintenant profondément endettés.
Même si près d'1 million de fans étaient venus les voir, la confiance avait disparu. En 1984, ils ont fait Corsican Brothers. Il a rapporté 802 millions de dollars et a été salué pour son style intelligent. Chunk 9. Ils ont joué des frères jumeaux et ont réussi un excellent timing, mais en coulisses, les choses s'effondraient. Chong prenait toutes les décisions seul. Il a exclu Marin des discussions sur les costumes, de la conception des décors et a même modifié le dialogue sans demander. Ensuite, il a coupé une scène de 15 minutes qui montrait le jeu d'acteur dramatique de Marin. Marin était furieux. Il a dit au producteur qu'il se sentait comme un acolyte dans quelque chose qu'il avait contribué à construire. Ils se sont constamment battus. Le succès du film n'a fait que cacher la vérité. Leur partenariat se brisait. En 1945, il s'est finalement effondré. Il travaillait sur Get Out of My Room quand tout a explosé. Chong a refusé d'aider à Born in East LA, une parodie que Marin avait écrite. Cette chanson a atteint la 48e place au Billboard. Marin a rendu public et a dit que Chong voulait tout faire lui-même. À ce moment-là, ils avaient gagné plus de 160 millions de dollars dans les cinémas. Mais maintenant, c'était fini. Marin s'est lancé dans le métier d'acteur. Chong a essayé de s'accrocher, mais leur époque était révolue. Après la séparation, Chong a essayé de prouver qu'il pouvait réussir seul. En 1984, il a sorti à nouveau Corsican Brothers, mais cela n'a rapporté que 307 millions de dollars. C'était une baisse de 91% par rapport à Nice Dreams. Les critiques ont détesté ça. Ils ont dit que sans Marin, la comédie de Chong tombait à plat. En 1988, il a présenté une émission intitulée The Martinez Family. CBS l'a rejetée. Ils l'ont refaite sans lui. Chong ne pouvait pas sortir de l'image du gars défoncé. Marin, quant à lui, a joué dans de vrais films et a même fait du doublage pour Disney. Chong était coincé. En 1990, Chong a réalisé Far Out Man. Il l'a écrit, réalisé et payé. Chunk 10. C'était un flop. Il jouait un hippie à la recherche de sa famille. Même si Cheech a fait une apparition, cela n'a pas pu le sauver. Les critiques ont qualifié cela de désordre. Il a commencé à faire des films de série B juste pour rester à flot. C'était la fin de la prise au sérieux d'Hollywood en tant que créateur solo. Dans les années 1990, il était évident que Marin était dans Nash Bridges et qu'il exprimait des personnages dans Le Roi Lion. Chong faisait de petits rôles et disparaissait. Puis, en 2003, les choses ont empiré. À 6h00 du matin, des agents fédéraux ont fait une descente à son domicile. Il faisait partie de l'opération Pipe Dreams, une piqûre de 12 millions de dollars. Ils ont dit que son entreprise vendait des bangs illégalement. Des agents d'infiltration les ont incités à expédier vers un faux magasin. Sur les 55 personnes arrêtées, seul Chong est allé en prison. Pourquoi? Parce que les procureurs ont dit que ces films se moquaient des forces de l'ordre. Il a plaidé coupable le 28 mai 2003 juste pour protéger sa femme et son fils. Le 11 septembre, un juge l'a condamné à 9 mois de prison fédérale, à une amende de 20 000 $ et a saisi plus de 100 000 $ d'actifs. Ils ont choisi le 11 septembre exprès, essayant d'envoyer un message. Le gouvernement a dit qu'il gagnait de l'argent en idéalisant les drogues, et ils ont utilisé sa comédie comme preuve devant le tribunal. Il est allé en prison le 8 octobre 2003. Il a partagé une cellule avec Jordan Belfort, le vrai loup de Wall Street. Chong a écrit ses mémoires sur du papier toilette. Il a décrit avoir entendu des gémissements, des pleurs et des bruits étranges tous les soirs. Cela l'a brisé. Il a dit qu'il avait perdu sa foi en l'Amérique. Il est ressorti avec des symptômes semblables à ceux du SSPT. En 2005, il a témoigné devant le Congrès au sujet de la guerre contre la drogue. Il a rejoint No Harm et est devenu un militant. Mais les politiciens conservateurs l'ont attaqué. Chunk 11. Ils l'ont traité de criminel. Les lieux ont annulé ses spectacles. Les studios ne voulaient pas le toucher.
Même un événement de golf qu'il avait prévu a été bloqué par les républicains. Son nom était Poisson. Maintenant, en 2006, un documentaire à son sujet s'est sorti intitulé Aka Tommy Chong. Il a montré à quel point il avait été maltraité. Le réalisateur a révélé que des agents avaient rejoint l'entreprise de son fils juste pour les piéger. Le DVD était si puissant que le gouvernement a fait une descente chez le distributeur en 2008 pour tenter de le supprimer. En juin 2012, Tommy Chong avait 75 ans lorsqu'il a reçu un appel qui l'a glacé. C'était un cancer de la prostate de stade 1, mais au lieu de choisir les traitements habituels, il a dit non à la chimio. Il a commencé à utiliser de l'huile de chanvre tous les soirs, espérant que cela combattrait la maladie sans le rendre malade toute la journée. Son taux d'APS avait été dangereusement élevé depuis 2003, lorsqu'il avait passé du temps dans une prison californienne pour avoir vendu du matériel de consommation de drogue. C'était près de 8 ans avant son diagnostic. Un médecin de Victoria, au Canada, lui a donné un régime alimentaire strict et des suppléments qui coûtaient 25 000 $ s'ils étaient achetés au Mexique. Un an plus tard, en mai 2013, son taux d'APS a chuté si rapidement qu'il s'est dit guéri du cancer. Il a remercié ce qu'il a appelé la plante magique et a attribué ses séances de guérison à Adam Mloud à Burnaby. L'histoire semblait presque impossible, mais il y croyait de tout son cœur. Puis, en juin 2015, alors qu'il était fier d'avoir vaincu le cancer de la prostate, quelque chose de pire l'a frappé. Il avait 77 ans et a découvert qu'il avait un cancer du rectum. Cette fois, c'était une grosse tumeur et il n'y avait pas moyen de l'éviter. Il avait besoin d'une chirurgie, d'une radiothérapie et de ce qui allait suivre l'a ébranlé plus que tout auparavant. Il devait porter une poche de colostomie permanente. Au début, il en plaisantait en ligne, l'appelant une douleur dans le cul. Mais la réalité était plus sombre. Son corps était faible, sa plomberie avait complètement changé et la douleur nerveuse était si intense que même changer les bandages est devenu une torture sans cannabis. Il ne pouvait pas manger correctement, a perdu du poids et est tombé dans une profonde dépression. Il avait besoin d'aide pour s'habiller. Chun 5. 12. Il ne pouvait pas être seul. Sa femme Shelby s'est occupée de lui tous les jours, nettoyant la poche, lui donnant des médicaments et s'asseyant à ses côtés quand il pouvait à peine bouger. Même avec toutes les blagues, même avec la célébrité, il n'était qu'un homme essayant de survivre. Après que le deuxième cancer l'ait frappé, il a misé sur le cannabis. Il a dit aux journalistes qu'il fumait plus que jamais auparavant. Matin, soir, chaque fois que la douleur devenait trop forte ou que son appétit disparaissait. Il a dit que l'herbe avait ramené ses papilles gustatives à la vie. Mais tout le monde n'était pas d'accord avec lui. Un médecin de l'université, Thomas Jefferson, a dit que Chong était imprudent en disant aux patients à un stade précoce de sauter la médecine traditionnelle. Mais Chong s'en fichait. Il est allé sur CNN et l'a dit clairement. Le cannabis est un remède. Il prenait aussi des pilules de radiothérapie et de chimiothérapie. Mais pour lui, la marijuana était ce qui l'avait aidé à traverser le pire. Il a même créé un podcast avec son fils pour documenter toute la bataille afin que tout le monde puisse entendre ce qu'il traversait. À travers tout cela, sa famille est devenue ta. Sa fille, Ray Dawn, a continué à travailler comme actrice et a aidé à couvrir les factures médicales croissantes. Son neveu, un jeune étudiant en médecine, l'a présenté au médecin de Victoria, qui a changé sa vie. Ses 6 enfants prenaient constamment des nouvelles. Il a admis publiquement que le cancer l'avait dépouillé de l'idée qu'il était invincible. Il a même arrêté de fumer brièvement en 2016 parce que son corps ne pouvait pas supporter le stress. L'homme autrefois amusant qui a fait rire le monde avait besoin d'aide pour sortir du lit. Chaque séance de chimiothérapie et chaque cycle de radiothérapie le laissait épuisé, mais cela a aussi rapproché sa famille plus que jamais. Il a dit qu'il ne s'était jamais senti aussi aimé. En 2017, Tommy Chong est revenu plus fort. Il a dit que le cancer avait disparu. Il n'a pas caché les cicatrices. Il a parlé de la poche de colostomie sur scène et en a même plaisanté. Le public a ri,
mais en dessous, il a ressenti le poids de sa douleur. La même année, il s'est relancé dans le cinéma avec Cheech pour leur film d'animation. Chunk, 13. Puis, en 2022, à l'âge de 84 ans, il est apparu dans l'émission That 90s de Netflix. Dans des interviews avec UCLA Health, il a dit qu'il voyait la poche comme une bénédiction. Maintenant, il pouvait la changer rapidement et il n'avait plus à passer de longues minutes aux toilettes. Il a dit que 7 décennies de culturisme et de danse l'avaient aidé à guérir rapidement. Il croyait que la comédie était la vérité, et s'il pouvait rire de ses jours les plus sombres, les autres le pouvaient aussi. Mais il y a eu une tournure en coulisses. En 2008, son fils Paris a fait une cascade qui a tout changé. Cheech Marin avait essayé de prendre contact pour une réunion, mais leur rencontre ne s'est pas bien passée. Pourtant, cela a laissé une marque sur Chong. Il a envoyé un courriel à Cheech par la suite pour lui dire qu'il l'appréciait. Puis, Paris a secrètement envoyé un courriel à Cheech à nouveau en se faisant passer pour son père. Il a dit « Remettons-nous ensemble ». Ça a marché. Cette année-là, ils ont commencé le Light Up America Tour, leur premier en 25 ans. Il a touché plus de 20 villes comme Détroit, Boston et Dallas. Les billets se sont vendus entre 49 et 65 $, et les fans n'en revenaient pas de revoir Cheech and Chong. Même après des décennies de séparation, la chimie était toujours là. En 2025, un documentaire brutal est sorti. Le dernier film de Cheech and Chong ne retenait rien. Cheech a dit que Tommy avait un gros ego. Tommy a dit qu'il avait fait exprès de faire de Cheech la vedette, même s'il avait réalisé 4 de leurs films. Ils se sont assis dans une voiture ensemble pendant le film, évoquant des arguments des années 1980. La véritable cause de leur séparation a été mise à nu. Cheech n'aimait pas que Tommy, étant de 8 ans son aîné, prenne toujours les commandes. Tommy a dit que Cheech était comme un frère dont il ne pouvait pas divorcer. Leur combat, leur amour, leur colère, tout s'est mélangé en quelque chose que seuls eux pouvaient comprendre. Leur portée ne s'est pas arrêtée aux anciens fans. En 2008, leur apparition dans South Park, dans Cherokee Hair Tampons, les a présentés à une nouvelle génération. Ils ont été appelés les parrains de la comédie sur l'herbe. Leur premier succès, Up in Smoke, a rapporté plus de 100 millions de dollars avec un budget de seulement 1,5 million de dollars. Des films comme Pineapple Express, Half-Baked et autres doivent leur existence à Cheech and Chong. Chunk, 14. Ils ont même animé WWE Raw en 2010 et sont apparus dans Les Simpsons en 2011. Tommy a dansé à la télévision nationale à l'âge de 76 ans. Ils étaient partout. Maintenant, en 2025, Tommy Chong a 47 ans. Il est toujours en tournée avec Cheech. Il dirige également un empire du cannabis d'une valeur de plus de 100 millions de dollars. Ils ont 9 dispensaires dans des États comme le Maine et le Massachusetts, rapportant 34 millions de dollars par an grâce à l'octroi de licences. Plus de 1000 magasins dans 19 États vendent leur marque. Il appelle la marijuana un cadeau de Dieu. Après avoir purgé 9 mois de prison en 2003 pour avoir vendu des pipes en verre, il s'est donné pour mission de légaliser la plante. Il a dit que toute la marijuana est médicale. Il ne veut plus que personne souffre en silence. Sa comédie a survécu à tout. La prison, le cancer, la trahison en affaires. Son étoile sur le Walk of Fame de 2000 brille maintenant encore plus fort. 6 de leurs magasins de chanvre sont au Texas. Ils sont en mesure d'y vendre légalement en vertu de la loi agricole de 2018. Tommy a dit que la seule raison pour laquelle il est en vie est qu'il a ri à travers tout cela. Sur CNN, il a dit un jour « La légalisation de la marijuana signifie plus pour moi que de fumer sans être arrêté. » En 1985, les choses se sont effondrées pendant la réalisation de Corsican Brothers. La tension créative a atteint le point de rupture. Cheech a dit à Tommy qu'il partait. Tommy a dit qu'il avait pleuré dans une chambre d'hôtel hollywoodienne, se sentant complètement abandonné. Cheech est passé à un travail solo. Tommy a été laissé avec des souvenirs. Il venait de sortir un album intitulé « Get Out of My Room ». C'était la fin, du moins pour un moment.
L'argent aurait dû être leur victoire, mais ce n'était pas le cas. Leur premier film a rapporté 14 millions de dollars. Ils n'ont reçu que 25 000 dollars chacun. Leur accord était de 90 à 110 en faveur du studio. Ils ont constamment fait des tournées, mais sont restés fauchés. Chunk, 15. En 2025, Tommy dit qu'il a perdu des millions à cause de managers véreux. Son conseil est simple. Engagez votre propre avocat ou vous serez célèbre et fauché. Tommy sait que le tampon presse. Il dit que le cannabis a aidé, mais la chance ne sauvera pas tout le monde. Il dit aux fans de se faire examiner tôt parce que le cancer ne se soucie pas de qui vous êtes. Il plaisante sur l'herbe qui le garde jeune, mais il est honnête maintenant. Il est mort 2 fois. Il ne veut pas que quelqu'un d'autre parie comme lui. Avec le recul, la prison l'a aussi changé. En 2003, le gouvernement américain a dépensé 12 millions de dollars pour l'opération Pipe Dreams. 55 personnes ont été inculpées. Tommy a écopé de la peine la plus lourde. Pourquoi? À cause de ses films. Ils ont dit qu'il faisait passer les flics pour des imbéciles. Ils ont même travaillé sous couverture dans l'entrepôt de son entreprise pour le piéger. Après 9 mois de prison, il est ressorti en colère. Il a commencé à se défendre plus fort. Il a qualifié la guerre contre la drogue de raciste, d'anti-noir, d'anti-chinois, d'anti-brouillard. Il a dit qu'il ne s'agissait jamais de justice. Il s'agissait de pouvoir.